Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis accompagnée de mon ami et instructeur EponaQuest Sylvain Gillier. Merci beaucoup Sylvain d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Claire, merci beaucoup de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Je suis super heureux de participer à ces podcasts, j'ai déjà eu l'occasion d'en écouter, vraiment de grande qualité. Je te remercie pour ça, puis je te remercie pour m'inviter. Avec plaisir. Tu sais, Sylvain, que tu es le premier invité de mon podcast. Ah, je suis le premier invité. Le tout premier. Écoute, je suis honoré de cette invitation et puis donc d'être une voix pour ces podcasts que tu présentes. J'ai envie, Sylvain, à travers cette interview, de faire un point avec toi sur, en tout cas, que tu puisses partager ton parcours. C'est un parcours dont j'ai été en partie témoin depuis presque 10 ans maintenant. On s'est connus en 2013. On s'est rencontrés à l'aéroport avant de rentrer dans un avion, puisqu'on allait ensemble se former aux États-Unis chez Linda pour devenir instructeur et instructrice EponaQuest. On était les deux Frenchies de la formation. Et donc, pour moi, c'est un honneur de pouvoir te donner une voix dans ce podcast parce que je trouve que ton parcours, il est particulièrement inspirant. Je me souviens que je fais partie des premières personnes que tu as traîné avec toi dans les réserves pour aller rencontrer les Indiens avec qui tu commençais à établir des contacts pour travailler autour du cheval, que depuis ça a énormément évolué, ta pratique a énormément évolué, ton rapport au cheval a énormément évolué. Tu as écrit 2 livres, tu as animé des dizaines de stages, enfin, pour moi, tu fais vraiment partie de ces pionniers, entre autres de l'approche EponaQuest, mais plus largement de la sagesse des chevaux, qui ont amené ça à la conscience de beaucoup de personnes en France. Et donc en ça, je suis très admirative de ton parcours et je pense que c'est important de le partager ici. Et je voudrais qu'on le regarde sous 2 angles différents à travers ce podcast. Le premier angle, c'est toi, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que les chevaux ont impacté ta vie et ton parcours entrepreneurial. Et puis, deuxième angle, qu'est-ce que tu fais exactement avec les chevaux aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils sont tes partenaires? Quel rapport tu entretiens avec eux? Et comment est-ce que tu leur proposes de venir nous accompagner, nous, humains, et pourquoi? Est-ce que ça te va comme intention? Oui, merci beaucoup pour l'introduction, merci pour la présentation. Oui, c'est vrai qu'on est collègues, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant et on partage cette certification de l'approche EponaQuest. Donc une approche, on peut dire globale ou holistique du cheval, un peu dans le développement personnel, mais aussi un peu dans la thérapeutique. Et je crois que c'est ça qui m'a attiré au départ pour être certifié dans cette approche EponaQuest. Et oui, avec plaisir de parler de
comment est-ce qu'on peut dire, de mon entreprise, hein, enfin mon entreprise qui n'en est pas vraiment une, dans la mesure où je suis la seule personne de mon entreprise. Je suis libéral, hein, je suis médecin. J'ai choisi très tôt pendant mes études de pratiquer, disons, des formes de médecine que l'on appelle douces aujourd'hui. Moi, je préfère dire complémentaires. Il y a des personnes qui disent alternatives. Je crois que c'est vraiment des médecines complémentaires parce que justement, toutes ces médecines, les médecines par les plantes, la phytothérapie, l'homéopathie, peut-être l'acupuncture ou d'autres types de médecines, ne sont pas opposées à la médecine officielle, et je mets des gros guillemets, hein, mais elles sont complémentaires, ce sont des médecines complémentaires. Et donc j'ai décidé déjà quand j'étais interne en médecine, hein, il y a un certain nombre d'années, il y a à peu près 35 ans, voilà, d'orienter ma vie vers des formes de médecine qui vont compléter ou complémenter le système médical, peut-être un peu, disons, technologique, hein, tel qu'il est pratiqué dans les hôpitaux. Et évidemment, je connais bien la médecine hospitalière, hein. J'ai travaillé des années à l'hôpital. J'ai travaillé 2 ans en service d'urgence. J'ai fait du SAMU. J'ai fait la réanimation. J'ai fait plein de différentes fonctions au sein de l'hôpital. Et évidemment, cette médecine hospitalière, par exemple dans la chirurgie, j'ai fait 1 an de chirurgie en assistant à chirurgie orthopédique. Tu sais, c'est ceux qui changent les prothèses de hanche, etc. Donc évidemment, cette médecine, elle a sa place, elle est très utile, elle est formidable sur certains aspects, elle a complètement changé la vie de milliers, de centaines de milliers de personnes. Après, sur le plan, disons, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une personne quand elle est face à la maladie, quand elle est face à la souffrance, quand elle est face à la peur aussi de tomber malade, quelles sont les retombées psychologiques et comment est-ce qu'on peut l'aider avec des moyens naturels ou des plantes ou des extraits de plantes comme on le fait en homéopathie, avant de recourir à des traitements lourds. Voilà, ça pour moi, ça a été une véritable question. Et donc j'ai commencé à pratiquer, d'abord à me former en homéopathie. J'ai fait une formation sur plusieurs années, hein, de spécialisation pour pratiquer en cabinet médical. Et c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui écoutent, de voir que on peut avoir commencé dans une voie professionnelle qui est classique, qui est un peu l'autoroute par laquelle la société nous oriente, et puis malgré tout se poser des questions, se reconnecter à ce qui nous anime, à nos valeurs, à ce en quoi on croit, et commencer doucement à se réorienter pour être plus aligné avec ce qu'on veut, pas juste avec qui on est, puis ce qu'on veut apporter dans le monde. Donc toi, ça a été un démarrage par ça, quoi. Ça a été vraiment un démarrage de vie de médecin hospitalier, et puis petit à petit de te réorienter vers des médecines plus douces. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une orientation où tu as utilisé le mot d'alignement. Je crois que c'est tout à fait ça, hein. Je me sentais aligné. Je me sens aligné avec, disons, les remèdes que l'on trouve naturellement, entre guillemets, que l'on trouve dans la nature, en tout cas. Hein, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu tendance à oublier, hein, quand on parle de médicaments qui sont dans les pharmacies. C'est que à peu près 90% des médicaments que l'on trouve dans une pharmacie viennent de remèdes naturels, de plantes qu'on trouve qui poussent dans la nature. Et voilà, il y avait vraiment ce questionnement et ce besoin d'alignement et de congruence, hein, et aussi cette curiosité de me dire, mais si ces médicaments existent dans la nature, bah, à quoi est-ce qu'ils ressemblent dans la nature, et comment est-ce que la nature nous les procure, comment la nature nous les offre, comment on est relié ou connecté, quel genre de relation on peut avoir avec ce qui se trouve dans la nature. Et alors, il y a eu, disons, dans la suite
de mon chemin, ce questionnement au niveau professionnel. Comment est-ce que je peux continuer à aligner mon exercice médical, ce que j'essaye d'apporter à mes patients, et donc ces remèdes naturels, ces forces naturelles. Et voilà, avec mon épouse, il y a à peu près 25 ans, on a déménagé. On supportait plus tellement la vie dans une grande ville comme Paris, en fait. Une grosse ville. Voilà, avec tout ce que ça peut supposer en termes de complications. Et puis, on avait un peu l'impression d'être hors sol quelque part. Hein, voilà, on marche sur du béton dès le matin, et puis on est sous la terre dans les couloirs du métro une bonne partie de la journée, ou alors devant son écran d'ordinateur. Enfin, bref, donc on a quitté Paris pour se retrouver dans une zone naturelle. J'ai la chance d'habiter dans un parc naturel protégé. Côté de Rambouillet, hein, c'est toujours le même endroit qu'actuellement. Oui, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant. Et il se trouve que par les hasards de la vie, peut-être, nous habitons à quelques kilomètres du haras de la Sens. Wow, on y arrive, aux chevaux qui arrivent dans ton parcours. C'est ça, exactement. Donc, et le haras de la Sens, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un pôle d'excellence dans le domaine de ce qu'on appelle l'équitation éthologique en France. Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment éthologique, mais c'est la traduction du mot anglais horsemanship, c'est plutôt la connexion avec le cheval. Et voilà, moi je connaissais pas forcément grand-chose aux chevaux. Moi, je ne suis pas un professionnel du cheval, mais voilà, je suis par contre curieux. J'étais curieux. Puis après avoir assisté à quelques journées comme ça, je me dis mais c'est quand même intéressant le type de relation, le type de connexion qu'on peut avoir avec ces grands animaux. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, bluffant finalement, que on peut en arriver à avoir une véritable discussion, un véritable dialogue avec ces animaux assez extraordinaires finalement, qui sont d'ailleurs beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. Hein, comme le montrent d'ailleurs les études maintenant de Léa Lansade ou de l'IFCE, on sait maintenant que ces animaux sont véritablement intelligents. Et j'ai découvert petit à petit qu'ils ont aussi une autre forme d'intelligence qui est plus l'intelligence émotionnelle, et qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et à nous apprendre sur ce domaine de l'intelligence émotionnelle. Et alors, tout en pratiquant donc cette équitation éthologique, et puis je suis devenu propriétaire de chevaux, et puis j'ai eu un petit troupeau, j'ai toujours un petit troupeau. Donc au départ, quand tu as rencontré les chevaux, Sylvain, tu étais médecin homéopathe de ville. En cabinet, tout à fait, oui, absolument. Et puis les chevaux, c'était une passion à côté, un amour à côté. C'était un loisir agréable de retrouver la nature. Voilà, moi j'aime bien les animaux, alors c'est une connexion extraordinaire avec les animaux qu'on peut avoir avec ces chevaux qu'au départ je viens un peu tourner comme ça dans un manège, n'est-ce pas et puis j'ai eu cette curiosité d'aller plus loin. Je me suis formé en Belgique pour travailler avec des enfants autistes et handicapés. Qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a une réflexion particulière qui t'a fait dire tiens, et si j'ai intégré une pratique professionnelle avec les chevaux? Oui, c'est sûr que moi je suis libéral, hein, j'ai vécu toute ma vie comme libéral, et ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Et un des avantages d'être libéral, c'est que c'est moi qui donne la direction à ma pratique professionnelle. Je n'ai de compte à rendre entre guillemets à personne, bon, sauf peut-être à l'ordre des médecins. C'est pas mal. Si je reste dans les domaines de la déontologie, de l'éthique médicale, et je pense que c'est ce que je fais.
mais je n'ai pas de chef hiérarchique au-dessus de moi qui va me donner des missions. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu cette curiosité d'intégrer la relation avec les chevaux au domaine thérapeutique. Et donc au début, plutôt avec les autistes, parce que et les handicapés moteurs. Et à cette époque, la thérapie par le cheval était surtout connue, donc comme une méthode pour rééduquer le corps, en fait. Avec les premières, voilà, d'équithérapie, le handi cheval aussi. Et voilà. Et en fait, en pratiquant ça, je me suis rendu compte ça allait beaucoup plus loin que ça. Et il n'y avait pas que mettre cette personne handicapée sur le dos du cheval et puis dénouer un peu le corps avec les mouvements du cheval, mais il y avait aussi un aspect sur le plan émotionnel et il y avait vraiment quelque chose qui se passait sur le plan émotionnel. Ouais. Et j'ai aussi observé que le cheval semblait se rendre compte de ce qui se passait. Ouais. Et c'est pas juste un outil qui était utilisé pour marcher sur son dos, mais en fait le cheval se rendait compte de ce qui se passait. Je me souviens d'avoir vu un jeune garçon handicapé qui était aveugle. En plus, il était aveugle au niveau cérébral, son cerveau ne fonctionnait pas au niveau des images. Et en fait, le cheval le guidait. Le cheval se mettait à son épaule et guidait ce jeune garçon. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ça m'a posé des questionnements de voir ce cheval qui prenait en compte le handicap de ce jeune garçon. Et donc, j'ai commencé à me former par rapport à ce type de pratique. D'accord. Et il y a des actions, c'est fou quand on regarde. J'imagine que toi, tu le vois aussi tous les jours quand tu accompagnes avec les chevaux. Ils portent une intention, des actes intentionnels qui viennent vraiment soigner, libérer, aider, soutenir les humains quand on interagit avec eux, et même à pied et même à distance. Il n'y a pas besoin d'être collé à un cheval et plaqué sur son dos pour que ça arrive. Oui, tout à fait. Et évidemment, moi, je suis plutôt de formation scientifique. Je pense qu'il y a je pense que c'est un phénomène scientifique qui se passe. Je pense qu'il y a une espèce de couplage sur le plan émotionnel. Je ne sais pas exactement par quel biais, peut-être par une communication non verbale, peut-être par d'autres moyens qui sont encore à découvrir. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont reproductibles, qui sont sans doute démontrables. Il y a aussi cette notion de la cohérence cardiaque. On a démontré que le cheval se syntonisait sur le plan du rythme cardiaque avec les personnes qui sont à côté de lui, même à pied d'ailleurs. Oui. Voilà, et enfin, sans rentrer trop dans les détails, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné et j'ai voulu en faire une partie de ma vie professionnelle. Donc ça, c'était en quelle année, Sylvain ? C'était dans les années 80-90. Et donc, tu as commencé à intégrer le travail thérapeutique avec d'abord le handicap, c'est ça, auprès de toi, ta patientèle ? Oui, et avec des institutions qui travaillent avec des enfants handicapés. Voilà. Et puis après, j'ai lu donc ce livre de Linda Kohanov, du Tao du cheval, et j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette livre, un beau témoignage de ce qu'a vécu Linda Kohanov aux États-Unis. Et puis j'ai souhaité mieux la connaître et je me suis aperçu que Linda donnait elle aussi une dimension scientifique à son travail en établissant une collaboration avec l'Université de l'Arizona et des médecins et qu'elle participait à des études. Et c'est vrai que quand on lit le livre, ça peut sembler un peu, je sais pas comment dire, un peu barré. Oui, c'est ça. Ce sont des expériences subjectives qu'elle raconte, qui sont relativement étonnantes d'une certaine manière.
Voilà. Et mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai la chance de parler assez bien anglais pour pouvoir suivre son cursus d'enseignement aux États-Unis. Et donc ce que j'ai fait, et ça il y a à peu près 10 ans. Donc, et ça m'a donné le plaisir et la chance de te rencontrer, Claire, à cette occasion pendant cette formation. Avec et donc un autre élément qui est intervenu aussi pendant ces différents voyages aux États-Unis, ce sont les médecines traditionnelles, hein, avec les médecines des peuples autochtones d'Amérique du Nord, que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que j'ai un esprit curieux, hein, la plupart des gens en France ont entendu parler voilà, des Sioux, des Lakota ou d'autres tribus amérindiennes. Et évidemment, leur relation avec le cheval est tout à fait est proverbiale, n'est-ce pas? Et elle est un peu mise en image de manière de stéréotype dans les westerns. Mais ce qui m'a étonné, hein, en rencontrant différents praticiens de ces médecines traditionnelles des autochtones, donc indigènes d'Amérique du Nord, c'est qu'il y a une sorte de science, en fait. Il y a une espèce de connaissance, il y a une espèce de science, et en particulier avec le cheval. J'ai trouvé ça passionnant à de nombreux aspects. Et pour mieux, disons, percevoir, comprendre ce qui se passait et l'intégrer à ma pratique professionnelle, j'ai suivi un diplôme universitaire de ethnopsychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, en collaboration avec l'université Louis Pasteur à Strasbourg, sur les représentations de la cosmologie de ces peuples premiers aux États-Unis, donc surtout les Indiens Navajo, hein, que je connais très bien. Et donc, au cours de ce travail de mémoire, j'ai participé à un certain nombre d'expériences dans des réserves amérindiennes, surtout chez les Navajo en Arizona, dans le nord de l'Arizona, pour bah, voilà, expérimenter moi-même, mieux connaître, mieux comprendre ce type de médecine qui est assez loin quand même de ce qu'on peut rencontrer ou expérimenter ici en France. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Claude Strigler, qui est une anthropologue, qui est la spécialiste des Navajo en France, qui est devenue une amie maintenant, et qui m'a vraiment guidé, on peut dire, sur le plan ethnologique et anthropologique, par rapport à la compréhension de cette science médicale des peuples amérindiens. Et donc j'ai écrit, en fait, j'ai écrit mon mémoire de thèse pour ce diplôme universitaire. Et il y a un éditeur qui a bien voulu le publier sous le titre Les chants sacrés du cheval, où il est toujours disponible. Et voilà. Mais au départ, c'était plus une thèse, un mémoire scientifique, en fait, hein, que j'ai un peu remanié. Et voilà, donc c'était plus de la curiosité, parce que tout ce que j'explique dans ce livre, c'est bien difficile de le, comment dire, de le décalcomanier, hein, de le décalquer sur une pratique de médecin généraliste ou de médecin homéopathe en France, hein. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, en tout cas sur la relation qu'il est possible d'avoir avec les chevaux et les pouvoirs guérisseurs du cheval, en tout cas dans ces peuples indigènes d'Amérique du Nord. C'est marrant, tu as beaucoup parlé de curiosité. Tout à fait. Quand on regarde... C'est important pour moi, la curiosité, parce que c'est aussi comme ça que la science fonctionne, par remettre en cause les hypothèses en étant curieux. Et quand on regarde la façon dont fonctionnent les chevaux en troupeau, il y a toujours dans les troupeaux un ou plusieurs chevaux qui ont une curiosité qui est plus forte que les autres.
c'est souvent ce qu'on va appeler les chevaux qui sont les chevaux leaders dans les troupeaux. C'est ceux qui vont la curiosité va être plus forte que la peur et qui vont avoir la capacité d'aller voir en premier quand il y a des choses, étonnantes, bizarres, nouvelles dans leur environnement. C'est les chevaux qu'on va suivre parce que c'est eux qui, du coup, ont une meilleure connaissance de ce qui se passe dans l'environnement. C'est eux qui vont savoir où est-ce qu'il y a de l'eau, c'est eux qui vont savoir où est-ce qu'il y a à manger, c'est eux qui vont savoir où est-ce qu'il y a de l'ombre, c'est eux qui vont savoir où est-ce qu'il y a des dangers, où est-ce qu'on peut se faufiler pour passer à droite, à gauche. Et c'est on a tous des appétences comme ça particulières, des compétences particulières. Je sais pas si c'est inné, si c'est pas inné, ce serait une question à se poser. Mais en tout cas, dans notre troupeau humain à nous d'accompagnants, par le cheval, je vois que tu joues vraiment ce rôle-là qui est hyper intéressant pour nous tous, comme Linda le fait aussi, d'aller explorer des nouvelles contrées, d'aller intégrer des nouvelles façons de faire, et tu mènes la voie vers des nouveaux horizons qui sont hyper intéressants. Comment est-ce que ça, toi, Hem, ça t'a aidé dans ton activité d'entrepreneur, en fait, ou d'indépendant, en tout cas? Oui, et dans ce rôle de curiosité, comme tu dis, est facile pour moi. C'est un rôle que je prends facilement, peut-être parce que je suis d'un naturel curieux, peut-être parce que la science, c'est aussi de la curiosité sur les mystères finalement qui nous entourent et desquels on ne connaît pas grand-chose. Et bien sûr, ça m'a permis, par rapport à mon activité professionnelle, de la diversifier et aussi, on pourrait dire de créer la curiosité permet de créer des opportunités. Ouais, Et c'est comme ça que, bah, j'ai commencé rapidement à créer heu, des, mmh, des stages, hein, des sessions pour, partager, bah, ce que j'avais vécu, pour, mettre en place, des sessions de partage et également d'enseignement, sur ce que les chevaux essayent de nous dire et aussi de mettre en place des partenariats, hein. Donc j'ai créé, une association qui s'appelle, l'association Cheval Communication, qui organise de nombreux échanges, qui elle-même est partenaire avec, d'autres associations, qui, accueillent, différentes personnes également depuis les nations indigènes. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de partage. Donc ça a créé, on pourrait dire, des nouvelles opportunités qui se sont un peu construites comme ça dans le sillage, de cette curiosité, hein. Et voilà, et par exemple, il y a l'association Équiterre en Ariège là que j'avais rencontré il y a, je crois, 5-6 ans et qui maintenant organise des partenariats avec, les peuples indigènes et d'autres et de nombreuses autres associations avec lesquelles j'ai travaillé. Et ça apporte vraiment, je crois, de l'abondance. Et je voudrais prendre un moment justement pour parler de cette notion d'abondance par rapport, au chemin, professionnel. Parce que oui, voilà, je crois vraiment que, le cheval a un pouvoir, on pourrait dire, une potentialité importante à nous apprendre. C'est que, l'entraide mutuelle, et la communauté, fonctionne, mieux que la compétition dans un certain nombre de domaines. mmh, Et dans le domaine du soin, par exemple, bien évidemment, l'entraide mutuelle est de loin préférable à la compétition, puisque, bah, n'est-ce pas, il s'agit d'aider une personne à se sentir mieux, à guérir, à trouver le courage de se prendre en main, voilà, et ça, c'est vraiment une potentialité, une capacité, que le cheval peut nous, apprendre. Et il y a, cet enseignement de chez Hipponacoste d'ailleurs qui est bien différencié
entre les animaux qui sont dits prédateurs, qui vivent aux dépens des autres animaux et qui donc sont dans une espèce de logique de chasse, de prédation, et qui vont utiliser souvent les vulnérabilités, les failles et les faiblesses des autres animaux pour les chasser, pour les capturer, pour les manger. Et inversement, les animaux herbivores qui vivent en troupeau, comme les chevaux, hein, mais il y aurait aussi les moutons ou d'autres animaux comme ça, même les éléphants, hein, ont un autre type de relation qui serait plutôt la non-prédation. On parle souvent de pouvoir non prédateur. Et à cause de ce pouvoir de non-compétition, il nous offre aussi un modèle de leadership qui est partagé, un modèle de coopération active. Ouais. Donc c'est un modèle qui est radicalement différent du modèle de prédation et de compétition et du modèle de la loi du plus fort, hein, et qui est plus dérivé disons de théories un peu communautaires comme ça. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la santé, le système de santé ne peut fonctionner que sur une base de communautarisme en réalité. Ouais. On a bien vu ça avec la création de la sécurité sociale dans les années 40-50, qui était vraiment sur une base de socialisme, presque de communisme en fait, hein. Voilà, et maintenant, comment est-ce que ça s'adapte dans un univers qui devient de plus en plus capitaliste et qui devient de plus en plus centré sur la prédation, hein, on a des grands blocs comme ça qui s'opposent et sur une base de prédation, de compétition. Donc, comment est-ce que ce pouvoir non prédateur de leadership partagé, il fonctionne dans cet univers? Et je crois que c'est vraiment quelque chose que le cheval peut nous apprendre et qui est important dans les domaines du soin, parce que naturellement, le cheval pratique l'entraide. Et il pratique l'entraide parce qu'il a cette conscience que l'unité dans son troupeau, l'entraide dans son troupeau, c'est un facteur de protection et c'est un facteur d'abondance. Et c'est comme ça que les chevaux, entre guillemets, maintiennent leur richesse collective, leur richesse communautaire. Et en tant que professionnel de santé, il me semble que ce sont des valeurs qui sont plus adaptées au système de soins, au système simplement de rester en bonne santé, qu'un système capitaliste qui serait basé sur, je sais pas, le profit, la productivité, la vente, ou voilà, ou j'allais dire la vente de médicaments ou ce genre de choses, mais voilà, il y a cette notion en tout cas de communauté d'entraide qui est elle aussi extrêmement présente dans les médecines traditionnelles indigènes d'Amérique du Nord, qui sont extrêmement basées sur l'entraide. Ouais. C'est important ce que tu soulèves, Sylvain, parce que, enfin, c'est important pour moi parce que c'est un des éléments fondamentaux de ce que je partage dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, de plus en plus, je deviens presque activiste de l'entrepreneuriat non prédateur. D'ailleurs, c'est carrément le nom du podcast de la semaine dernière. Ah, super, oui. Sur qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat non prédateur, qu'est-ce que ça veut dire se soutenir comme peuvent faire les chevaux, les animaux herbivores, et tout ce que tu apportes toi dans la relation du soin en général, dans l'abondance, dans la coélévation, dans le fait de s'entraider ensemble dans le domaine du soin. Moi, je l'apporte dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que je suis convaincue aussi qu'il est plus que temps de changer les paradigmes. Et que ça fera du bien à tout le monde, en tant qu'humain, mais aussi aux animaux, à la planète en général, qu'on fonctionne différemment et qu'on fonctionne avec ce mode de collaboration non prédateur qui apporte effectivement de l'abondance dans tout. Si on regarde sur le long terme, je suis convaincue que même d'un point de vue purement financier, dans le domaine du soin, il y aurait plus d'abondance à nous soutenir plus.
dans tous les sens du terme. Plutôt que de se tuer, il y a une phrase qui est, très connue: «L'homme est un loup pour l'homme», qui, je trouve, résume extrêmement bien ce qu'on fait dans nos sociétés, actuellement. Voilà, et donc, en restant sur le plan entrepreneurial, dans le domaine de la santé, il y a cette notion de la valeur du soin, et, au départ, la sécurité sociale était basée sur cette notion, on pourrait dire, d'équité, d'entraide, de communautarisme, avec des valeurs, on pourrait dire, très éthiques Mmh. et non prédatrices. Voilà. Après, il y a eu toute une forme d'évolution, un certain contrôle maintenant des médecins libéraux, hein, évidemment, dans l'environnement où on est. De façon générale, il y a le mode prédateur, essaye de contrôler, donc il essaye de contrôler également le système de santé. Moi, en ce qui me concerne, j'en reste vraiment aux valeurs de départ, d'entraide et de communauté, de mutualisation également. Et je dois dire que bon, bah, sur le plan financier, voilà, ça fonctionne bien, hein. J'ai ce qu'il me faut pour vivre. Je suis pas millionnaire, mais je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis financiers. Euh, mais alors ça, pour moi, c'est le premier aspect, hein, l'aspect financier. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon compte en banque, est-ce que j'arrive à payer mes factures, mes charges, etc. Mais il y a un autre aspect dans l'abondance, c'est ma propre légitimité, ma propre souveraineté, ma valeur personnelle, mon expérience. Et je commence à voir maintenant que justement les soins alternatifs sont déremboursés. En France, le gouvernement a décidé de dérembourser l'homéopathie, Ouais. hein, depuis maintenant un peu plus d'un an, hein, au 1er janvier 2021. Tous les remèdes à base de plantes, les remèdes traditionnels et l'homéopathie, tous ces remèdes ont été intégralement déremboursés, donc de façon autoritaire par la haute autorité de santé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir justement que la valeur d'un praticien, c'est aussi sa souveraineté, sa légitimité. Ouais. Et moi, ça fait 40 ans que je travaille dans la médecine des plantes. Je connais un peu les plantes tout de même, hein, et je connais assez bien les remèdes homéopathiques aussi, hein. Et Mmh. donc, ça fait que même sans être remboursé, je dois dire que j'ai pas vraiment eu de baisse sensible de ma patientèle. Les patients continuent à venir. Ils n'hésitent pas à mettre la main à leur poche pour payer des remèdes qui ne sont plus remboursés, parce Mmh. qu'ils comprennent, ils ont cette perception que voilà, leur santé, leur souveraineté et mon expertise aussi est plus importante que bah, le montant qui n'est plus remboursé des médicaments. Donc ça, c'est le deuxième niveau de l'abondance sur le plan entrepreneurial, et c'est très important. C'est très très important, très important dans plein de niveaux, hein. Moi, je connais surtout la médecine, mais c'est vrai dans tous les niveaux. C'est vrai à tous les niveaux de l'entreprise, de la vente, des biens, voilà, la souveraineté de bien connaître, même quand on achète une voiture, la légitimité, la souveraineté, l'expérience du fabricant de voiture, sa connaissance des voitures, ça vaut l'écart de prix avec une voiture qui a été fabriquée sans rien connaître, disons, au fonctionnement d'une voiture. Et, et à mon avis, l'écart de prix en vaut la peine, en fait. En vaut Mmh. la peine, hein. Moi, j'ai eu un petit accident sur l'autoroute il y a 2 semaines. Il y a un camion qui m'a gentiment qui s'est gentiment rabattu sur moi à 130 sur l'autoroute. Et ma voiture a fait des 360 comme ça sur l'autoroute. C'est très agréable, n'est-ce pas? Et ma voiture m'a sauvé la vie. Et je pense que si j'avais eu une autre voiture, bah, j'aurais fait des tonneaux et puis je serais peut-être pas là aujourd'hui en train de vous parler. Et je prends cet exemple parce que l'expertise du constructeur, l'expertise de votre médecin qui connaît bien l'homéopathie, qui connaît bien les plantes, vaut largement, largement l'écart de prix que vous allez dépenser, et peut-être que ça va vous sauver la vie. Mmh.
Et donc ça a quand même une certaine valeur, je pense. Et alors il y a aussi un troisième aspect, je vais en parler rapidement, c'est que l'abondance, c'est aussi une manière d'être dans la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les peuples amérindiens, euh, qui disent que la santé, c'est pas d'avoir une prise de sang avec les taux de glycémie et de cholestérol et je sais pas quoi, qui sont exactement dans les clous. Mais la santé, c'est aussi et surtout être dans un état d'équilibre, d'harmonie et de bien-être intérieur. Absolument. Et d'abondance intérieure. Hein. Et ça, c'est quelque chose que les chevaux peuvent nous apprendre. D'être dans le présent, d'être comment dire, dans l'équilibre intérieur, d'être dans la conscience de ce qui se passe dans le présent. Dans l'accueil de ce qui est et de faire avec pour créer un futur différent. Il n'y a que dans le présent qu'on peut changer les choses. Voilà. Et ça, les chevaux peuvent nous l'apprendre. Et donc, c'est cette valeur d'abondance, hein, vraiment, qui va conduire à un bien-être, un niveau de vie, un équilibre intérieur et ça s'apprend. On peut apprendre ça au contact des chevaux, et c'est quelque chose que j'apprends, que je fais expérimenter pendant les stages ou les sessions thérapeutiques que je propose. Absolument. Il y a un autre élément que je trouve très intéressant que les chevaux nous apprennent à nous humains, c'est le non-jugement, et qui pour moi est directement en lien avec l'abondance aussi, puisque quand on est dans le moment présent et qu'on ne juge pas ce qui se passe, on ne se coupe pas. Tout à fait. Et ça, les chevaux ils n'ont pas la capacité de juger que nous, on peut avoir. Et donc, ça nous apprend aussi à juste accueillir ce qui est et à pas nous juger nous-mêmes, à pas nous couper de ces parts de nous qui, en fait, sont connectées à l'abondance. Parce qu'on est abondance. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est aussi développé dans un type de psychothérapie intégrative qui a été développé aux États-Unis par un psychiatre qui s'appelle Richard Schwartz, donc qui a créé un système comment dire, qui rééquilibre et qui permet de mieux comprendre les différentes parts de notre personnalité et comment elles interagissent les unes et les autres de manière à restaurer une relation harmonieuse entre ces différentes parties de nous pour en arriver à un équilibre intérieur, un bien-être intérieur. Et ça fonctionne bien avec les chevaux également. C'est une approche pour laquelle j'ai été certifié l'année dernière qui s'appelle le IFS, Internal Family System, une approche de psychothérapie donc. Donc ça, c'est intéressant dans ton parcours et je pense qu'on va s'en arrêter là parce que sinon, on pourra encore parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est sûr. Mais ce que je retiens de ton parcours, c'est le fait de t'être appuyé sur quelque chose qui est facile pour toi, qui se fait naturellement pour développer ton entreprise, qui est la curiosité et qui t'a permis d'arriver à explorer des nouvelles contrées, à créer des nouveaux partenariats, à créer des nouvelles opportunités, comme tu dis, qui t'ont permis d'avoir une entreprise et une activité au sens plus large de juste une entreprise, mais juste une activité qui est vraiment alignée avec tes valeurs, alignée avec ce que tu veux partager par plein de biais différents, puisque tu as l'IFS, les chevaux, les populations, les Navarros avec qui tu as travaillé, qui t'ont apporté autre chose, la médecine, les plantes, c'est plein de différentes manières de faire ce qui t'anime vraiment et qui ont été amenées par le fait que tu t'es appuyé sur ta curiosité. Ça, je retiens comme un élément important. On a tous quelque chose qui est facile pour nous. Et plus on s'appuie dessus, plus on peut créer de l'abondance, plus on peut créer de la prospérité, plus on peut créer de l'alignement, plus on peut créer du bien-être au quotidien, que ce soit professionnel, entrepreneurial ou même pas du tout. Tout à fait. C'est facile et voilà. Et puis aussi quelque chose qui voilà, avec cette
curiosité naturelle qui s'est développée de façon tout à fait organique. Mmh. Je partage et je pense que je partage aussi, cette même curiosité. Mes parents me disaient tout le temps quand j'étais petite qu'ils en avaient marre parce que j'arrêtais pas de demander: «Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?» et ils m'appelaient «Pourquoi?». Heu, c'est peut-être pour ça que je suis devenue coach et que maintenant je pose des questions tout le temps. Tout à fait. Je Voilà. voudrais terminer avec 3 choses, Sylvain. Bien sûr. Évidemment, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelle est ton actualité du moment? Et ensuite, j'ai 2 courtes questions pour, clore ensemble. Avec plaisir. Donc, on peut me retrouver pour les activités avec les chevaux sur donc ce site donc qui est un site partenaire sur lequel j'annonce certaines de mes stages, de mes activités, qui s'appelle equintessence.org, donc comme quintessence mais avec un E devant, equintessence.org. Et donc il y a plusieurs activités. Le 22 avril, il y a une journée d'introduction sur les bases de l'approche EponaQuest qui va avoir lieu sur l'île de Ré, Mmh. près de La Rochelle. Du 6 au 8 mai, on a un stage en Corse avec ma collègue Blandine Valois autour de la connexion avec le cheval. Du 12 au 14 mai, donc il y a un stage, mais qui va être traduit en langue des signes française, plutôt à destination donc des personnes qui sont malentendantes, qui est près de Poitiers. Fin mai, on a un stage 4 jours en Bretagne, donc qui est conçu comme un voyage intérieur autour de ces différentes valeurs du cheval dont on a parlé pendant le podcast. Du 14 au 17 juillet, il y a donc un stage sur cette fameuse thérapie IFS et le cheval, donc un stage à dimension thérapeutique sur la psychothérapie IFS et le cheval qui se déroule près de Nîmes. Enfin, du 20 au 23 juillet, un stage avancé de l'approche EponaQuest autour de donc la voie du cheval et de cette approche de Linda Kohanov. Du 20 au 23 juillet, c'est près de Aix-en-Provence. Donc vous allez retrouver toutes ces infos sur le site equintessence.org. Merci Sylvain. Pour les personnes qui sont entrepreneurs et qui voudraient, travailler sur leur entreprise et eux, en tant qu'entrepreneurs, il me reste encore pas beaucoup de places, mais je pense qu'il me reste 2-3 places pour les immersions de 2023, qui sont ouvertes aussi aux personnes qui ont envie de se préparer à devenir instructeur EponaQuest, obtenir le même diplôme qu'on a eu avec Sylvain. Donc là, pour voir les dates et voir les disponibilités, vous pouvez aller voir sur mon site qui s'appelle lastratégiedubonheur.com, ou vous venez me parler directement sur Instagram, c'est lastratégiedubonheur.com, et puis on échangera avec vous pour voir combien de places il reste, s'il reste de la place, et puis laquelle immersion est la plus intéressante pour vous? Il y en a une qui travaille, on va vraiment travailler sur notre identité, qui est un des sujets qu'on a vu ensemble fort avec Sylvain aujourd'hui. Un autre, qui aura lieu au mois d'août sur, comment est-ce qu'on peut redévelopper une capacité à prendre des décisions qui sont plus justes pour nous. Et puis un dernier sur le leadership non prédateur qui aura lieu au mois d'octobre. Donc voilà pour les actualités de nous 2. Et Sylvain, on va terminer avec 2 questions. Hem, Est-ce que tu peux me donner, là, comme ça, juste ce qui te vient, un truc que les chevaux t'ont appris et que tu gardes précieusement avec toi pour, t'aider à t'orienter dans la vie? Une chose qu'ils m'ont apporté, c'est que même dans les moments qui semblent vraiment les plus habituels, banals, il y a, il y, a, il y, a, il y, a il y a une pépite d'or qui est à trouver dans chacun de ces moments. Mmh. Et dans cette activité qui semble finalement très simple, très naturelle, d'être avec en la compagnie de ces grands animaux, hein, voilà, par exemple, pour les personnes qui font de l'équitation, d'aller chercher ce cheval au box ou dans sa prairie, dans sa pâture. Et c'est tout simple, mais en même temps, il y a quelque chose de, il y a une véritable pépite dans
dans ces choses très simples qu'on vit avec les chevaux qui nous entourent. Merci Sylvain. Et deuxième question, c'est quoi pour toi la stratégie du bonheur, Sylvain? Pour moi, la stratégie du bonheur, c'est un peu quelque chose que j'ai appris avec les nations amérindiennes peut-être, ou leur philosophie. C'est que finalement, dans l'Occident, y a pas vraiment de bonheur, c'est presque un malheur organisé, hein, d'une certaine manière, où on est sans arrêt pressé, il y a sans arrêt des choses à faire. Mais le bonheur, c'est de retrouver la présence à soi. Mmh. Et je pense que c'est la meilleure des stratégies, de retrouver la présence à chaque moment présent. Merci Sylvain pour cette interview et puis, ben, moi je vous Merci à retrouve toi, Claire. la semaine prochaine pour un prochain épisode où j'aurai encore une invitée. Cette fois, il va s'agir d'une, participante du programme Devenir entrepreneur avec qui on a décidé d'organiser, tous les 3 mois un petit podcast pour pouvoir suivre son évolution dans la création de son activité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.